toutes et à tous, bienvenue au 14h de Radio J, votre grand moment d'information de l'après-midi. Steve Nadjar au micro, je suis très heureux de vous retrouver, on est parti pour une demi-heure d'information. Un 14h que vous pouvez suivre comme tous les jours sur les sites et applications de Radio J et en vidéo sur Facebook Live. Au sommaire de cette édition, à 14h12, la correspondance de Jérusalem de Pascal Sunshine. À 14h24, et des poussières, la chronique Écho de Marc Toiti comme tous les jeudis. Elle portera sur la situation économique américaine. Et puis, le grand entretien exceptionnel de cette édition. Je recevrai tout à l'heure le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, le père de la théorie de la résilience. Voilà, vous savez tout du sommaire, ou presque, de cette édition. On fait le point tout de suite sur les dernières infos. Gabriel Attal, bonjour. Bonjour Steve. En Israël, le confinement pourrait durer entre 6 mois et 1 an. C'est l'avertissement qu'a lancé hier soir Benjamin Netanyahou. Le cabinet chargé de la lutte contre le coronavirus s'est réuni et le Premier ministre israélien a évoqué un déconfinement lent et progressif alors que le gouvernement a voté le prolongement du confinement général de 3 jours jusqu'au 14 octobre. Le chef du gouvernement a appelé les hôpitaux à être prêts à accueillir au moins 5000 patients dans un état grave. Le leader du Likoud a promis également qu'un vaccin contre la Covid-19 serait disponible d'ici 2 à 3 mois. En l'état, j'ai proposé au cabinet d'abord ce premier sujet, la préparation du système de santé pour l'hiver. Nous allons passer de 700 à 1500 lits pour les malades en situation grave. C'est quelque chose qui me semble à notre portée. La deuxième chose que nous faisons, c'est une communication intensive autour des masques avec des petits films sur le sujet, vous les verrez. Il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus. Je pense que l'amélioration de la communication est vraiment très importante. La troisième chose que nous faisons, c'est la protection des personnes âgées. C'est quelque chose de critique. C'est la population qui se trouve face au plus grand danger dans les maisons de retraite, mais aussi ailleurs. Les déclarations donc hier soir de Benjamin Netanyahou. Gabriel, un record de contamination quotidienne a été battu hier en Israël. 8 919 cas supplémentaires ont été enregistrés les dernières 24 heures. Parmi les 68 811 cas actifs que compte le pays, 810 sont dans un état grave et 206 sous respirateur. 1571 personnes ont perdu la vie de la Covid-19 depuis le début de la pandémie. Et puis à la veille de la fête de Sukkot, le gouvernement israélien a approuvé hier soir plusieurs restrictions importantes. L'amende pour non-port du masque passe de 500 à 1000 shekels, soit environ 250 €. Les Israéliens auront interdiction d'accueillir des personnes non membres de leur famille dans la souka. L'infraction sera passible d'une amende de 500 shekels. Lors de rassemblements extérieurs, les manifestants devront se tenir à 2 mètres les uns des autres et être 20 au maximum. Et également, les Israéliens ne pourront plus se déplacer là où ils le souhaitent pour acheter des produits essentiels ou obtenir des services essentiels. Au lieu de cela ne sera autorisé que lorsque les produits ou services ne sont pas disponibles à moins d'1 kilomètre de chez eux. Puis on reviendra sur ces dernières restrictions dans quelques minutes en compagnie de notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Sécurité maintenant, 2 Palestiniens armés ont été arrêtés ce midi par Tsahal après s'être infiltrés en Israël depuis le nord de la bande de Gaza. Les 2 hommes ont lancé une grenade inactive qui n'a pas explosé en direction des troupes qui sont arrivées sur les lieux après que les suspects aient franchi la clôture. Les soldats des forces de défense israéliennes qui sont arrivés sur les lieux ont répondu en tirant et en arrêtant les 2 suspects qui étaient armés d'un couteau, d'un coupe-fil et d'une autre grenade inactive. Aucun blessé n'a été rapporté au cours de cet incident. Les suspects ont été interrogés sur place avant d'être arrêtés. Diplomatie maintenant avec la suite de la question de la normalisation des relations entre Israël et plusieurs États arabes. L'ambassadeur des Émirats arabes unis aux États-Unis, Youssef Al-Otaiba, a mis un frein aux espoirs israéliens d'un accord de paix imminent avec le Soudan et Oman. Selon le diplomate qui a joué un rôle clé dans la promotion du récent traité de paix d'Israël avec son pays, ni le Soudan ni Oman ne sont pressés de normaliser leurs relations avec l'État hébreu. Oman a un sultan relativement nouveau au pouvoir et le Soudan est en pleine transition politique avant les élections, ce qui rend toute initiative audacieuse moins probable. Il a également estimé que le Soudan exigerait un prix beaucoup plus élevé des États-Unis que celui exigé par les Émirats en échange d'un accord avec Israël. 14h05 sur Radio J, on parle maintenant du Hezbollah. Le directeur général du ministère israélien de la Défense, Amir Echel, a affirmé mardi soir qu'il faudrait des mois
à Tsahal pour vraiment se débarrasser du Hezbollah libanais. L'ancien chef de l'armée de l'air israélienne a indiqué que pendant que nous le ferions, il nous tirerait des roquettes. En imaginant ce qu'il a dit être le meilleur des cas, Israël pourrait réussir à toucher environ 80% des 150 000 roquettes du Hezbollah. Cela signifierait potentiellement 30 000 roquettes tombant sur Israël, causant des dommages physiques et économiques incalculables, ainsi que des pertes en vie humaine bien plus importantes que celles auxquelles le pays a été habitué, même pendant les guerres. De son côté, le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a répondu hier à Emmanuel Macron sur la responsabilité du groupe terroriste libanais dans l'échec de la formation d'un gouvernement. Nous n'acceptons pas que vous nous accusiez de trahison, nous n'acceptons pas ce langage. Le plus important, c'est le respect, a déclaré le chef du Hezbollah. Nous avons salué le président Macron lors de sa visite au Liban, mais nous n'acceptons pas qu'il se prenne pour le procureur, l'enquêteur, le juge, le dirigeant et le gouverneur du Liban, a ajouté Hassan Nasrallah. L'actualité en France maintenant, 22e jour du procès des attentats de janvier 2015. On retrouve tout de suite Michel Zarbib en direct depuis le tribunal de Paris. Bonjour Michel. Bonjour Steve, bonjour à tous. La Cour auditionne depuis ce matin Claude Herman, un homme au cœur de l'enquête sur le réseau d'armes dont a bénéficié le terroriste Hamedi Koulibaly. Oui, au cœur de l'enquête, Claude Herman, qui est arrivé d'ailleurs avec 1h30 de retard. Il témoigne libre alors qu'il a été condamné à 8 ans de prison pour trafic d'armes et il n'est pas directement donc impliqué dans ce volet de procès. Pourquoi ? Eh bien parce que cet individu d'abord est un vendeur d'armes, trafiquant d'armes, mais qu'il a aussi beaucoup travaillé, dit-il, et selon certaines sources c'est vérifié pour la police et l'armée. Ça a été un barbouze, un combattant notamment en Afrique, en Angola et même en Croatie. Il est arrivé ce matin justement avec un afflux de journalistes présents pour écouter ce qu'avait à dire cet homme qui, rappelons-le, c'est celui dont les armes vendues ont été retrouvées à l'hypercacher dans l'arsenal de Koulibaly. Michel, comment s'est défendu ce matin Claude Herman ? Alors justement, Claude Herman arrive, la gouaille, physique massif, crâne rasé, personnage avec beaucoup de répondants, et il dit « Oui, j'ai vendu des armes et j'ai été utilisé aussi par l'armée, par la police, par la gendarmerie. J'ai vendu ces armes, mais à aucun moment, et d'ailleurs il a été interrogé personne par personne, et je ne connais les gens qui sont dans le box des accusés, qui se sont levés, qui ont enlevé leur masque, d'ailleurs anti-Covid, pour se montrer. Il ne les connaît pas. Et ce qui fait qu'il y a une faille aujourd'hui dans cette affaire, c'est que cet homme aurait pu, selon la défense, être mis en examen et jugé dans ce volet-là des attentats de janvier 2015, mais apparemment il n'y a pas de lien qui a été établi entre les 10 présents dans la box des accusés et Claude Herman, qui va continuer d'ailleurs tout à l'heure à s'exprimer. Il révèle un certain nombre de choses, notamment le trafic d'armes, sa connaissance aussi des milieux interlopes et des milieux difficiles comme les milieux néo-nazis. C'est un témoin qui est donc très attendu et qui va reprendre la parole tout à l'heure. Michel Zarbib en direct depuis le tribunal de Paris. Merci Michel. Merci. La suite de l'actualité en France, la pandémie de coronavirus, Gabriel, et les indicateurs qui continuent de se dégrader. Près de 13 000 cas supplémentaires de Covid-19 en 24 heures ont été recensés et 63 nouveaux décès ont été enregistrés hier. 1232 malades de la Covid-19 sont en réanimation dans le pays, soit 34 de plus en une journée. Le Premier ministre Jean Castex va demander aux maires de Paris, Lyon, Lille et Grenoble et Toulouse de prendre des mesures supplémentaires. Le ministre de la Santé Olivier Véran doit s'exprimer à 18h ce soir pour son point hebdomadaire concernant le virus dans le pays. Il pourrait annoncer de nouvelles restrictions. Et après avoir été reçu par Jean Castex aujourd'hui, la maire de Lille, Martine Aubry, a obtenu un sursis de 10 jours dans sa ville pour la fermeture des bars et restaurants. La responsable a expliqué que la situation sanitaire dans la métropole a été extrêmement difficile. On écoute tout de suite la maire de Lille. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut suivre au jour le jour et être capable de prendre des mesures complémentaires si celles-ci s'avéraient nécessaires. Nous avons demandé au Premier ministre, qu'il a accepté, de nous laisser 15 jours à partir de samedi dernier, c'est-à-dire encore 10 jours, pour vérifier si les mesures qui avaient été prises par le gouvernement, notamment les 22 heures pour les bars, puisque c'est vraiment là que se pose le problème dans notre ville et pour les jeunes, pour voir si elles portent le succès qu'on attendait, c'est-à-dire une réduction de ces taux d'incidence. Si cela n'était pas le cas, donc sous ces 15 jours, ou s'il y avait une dramatisation dans les jours qui viennent, vu les taux qui sont déjà extrêmement élevés, nous serions amenés à reparler avec le Premier ministre de mesures complémentaires.
la maire de Lille, Martine Aubry. Et puis pour tester des projets de vaccins contre la Covid-19, l'INSERM lance un appel aux volontaires. L'Institut national de la santé et de la recherche médicale espère pouvoir réunir 25 000 volontaires. Ces volontaires peuvent s'inscrire sur une plateforme internet covirevac.fr, accessible depuis ce matin. L'objectif est que la France puisse tester dans les prochaines semaines un ou plusieurs des 300 projets de vaccins développés dans le monde. Il y a besoin pour certains d'entre eux de dizaines de milliers de volontaires partout dans le monde. On file maintenant à 14h10 aux États-Unis. Donald Trump a tenté hier de désamorcer la polémique naissante après ses propos sur les groupes de suprémacistes blancs au lendemain du premier débat présidentiel. Face au tollé, y compris au sein de son parti, le président républicain a appelé ces groupes d'extrême droite à laisser la police faire son travail. Je ne sais pas qui sont les Pride Boys. Je veux dire, vous devrez me donner une définition parce que je ne sais vraiment pas qui ils sont. Je peux simplement dire qu'ils doivent se retirer, laisser les forces de l'ordre faire leur travail, a affirmé Donald Trump à la Maison-Blanche. Le chef de l'État est sous le feu de vives critiques pour sa réponse mardi soir lorsque le modérateur du débat lui a demandé s'il était prêt à condamner les suprémacistes blancs. Ok, Pride Boys, reculez et tenez-vous prêts, avait répondu le président. On termine avec du sport et une grosse actualité footballistique aujourd'hui. Fin de parcours hier en Ligue des Champions pour le Maccabi Tel Aviv. Le club israélien s'est incliné 3-1 contre Salzbourg en Autriche en barrage. Il avait déjà perdu le match aller 2-1. Les hommes de Giorgio Donis sont cependant reversés en Ligue Europa. Et en Ligue Europa, justement, 2 clubs israéliens vont tenter de se qualifier pour la phase de poule. C'est le Maccabi Haïfa et l'Hapoel Beersheva. Le premier défiera Tottenham ce soir et le second, l'Hapoel Beersheva, affrontera lui les Tchèques du Viktoria Pilsen. Des adversaires pas faciles pour les formations israéliennes. Et puis il y a du tennis, 5e journée à Roland-Garros, c'est la fin du 2e tour et déjà une surprise. Oui, c'est la vainqueur de l'édition 2017, Jelena Ostapenko, qui a sorti Karolina Pliskova, 6-4-6-2, tête de série numéro 2. Du côté masculin, le numéro 1 mondial Novak Djokovic affrontera cet après-midi le Lituanien Ricardas Berankis. Merci Gabriel. 14h12, on s'envole tout de suite pour Israël pour rejoindre notre correspondante permanente sur place. Bonjour Pascal Sunshine. Pascal, est-ce que vous m'entendez ? On va retrouver dans quelques instants notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine. Bonjour Pascal. Alors visiblement on a un petit problème de connexion avec Pascal Sunshine. Je vous propose de marquer tout de suite une pub. On se retrouvera dans quelques instants donc en compagnie de Pascal Sunshine. Nous parlerons de la réunion hier du cabinet coronavirus qui a décidé de nouvelles restrictions. Et puis notre invité exceptionnel cet après-midi, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Vous êtes bien sur Radio J. À tout de suite. 14h14, merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du journal de 14h de Radio J. Steve Nadjar au micro, c'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 14h30. On rejoint tout de suite Jérusalem où nous attend Pascal Sunshine. Bonjour Pascal. Bonjour Steve. Pascal, le cabinet coronavirus s'est à nouveau réuni hier et il a décidé de nouvelles restrictions pour freiner l'accélération d'une épidémie de plus en plus galopante. La première mesure, on s'en doutait, ça n'est pas une surprise, c'est de prolonger le confinement de 3 jours. La première phase devait prendre fin le 11 octobre, c'est prolongé jusqu'au 14, donc jusqu'à la sortie des fêtes de Soukhot. Les rassemblements sont, disons, la confirmation de l'interdiction ou de la limitation des rassemblements et en particulier des manifestations est confirmée, c'est-à-dire interdiction de se déplacer à plus d'1 kilomètre de son domicile et pas plus de 20 personnes regroupées à la fois. Donc là non plus, pas vraiment de nouvel élément étonnant, si ce n'est évidemment pour le déroulement de la fête de Soukhot, l'interdiction absolue de se rendre au domicile d'une autre personne pour participer à la fête de Soukhot, et toute personne qui serait prise dans une souka qui n'est pas la sienne se verrait verbalisée d'un montant de 500 shekels.
Donc tout ça évidemment pour éviter aussi la circulation pendant la fête où évidemment les familles veulent se retrouver et les amis également, donc à nouveau pour limiter les risques de contamination et surtout l'évaluation du Premier ministre Benjamin Netanyahou qui pense qu'il faudra probablement 6 mois voire 1 an avant d'arriver à revenir à une situation normale. C'est dire que le confinement dans sa forme actuelle risque de se prolonger avant de pouvoir arriver à une reprise même partielle de l'activité. Une évaluation sombre de Benjamin Netanyahou hier. Pascal, vous l'évoquiez également il y a quelques instants, cette question des contraventions. Le commissaire au coronavirus, le professeur Roni Gamzou, a appelé hier un durcissement des sanctions contre les contrevenants aux gestes barrières, comme par exemple le port du masque, mais aussi contre les propriétaires de restaurants qui braveraient les consignes des autorités. Mais dans le même temps, la succession du professeur Gamzou, qui termine son mandat en novembre, a déjà commencé. Est-il en mesure véritablement de mener son action ? Alors, c'est évidemment la question qui se pose depuis son entrée en fonction. Le professeur Gamzou a d'ailleurs laissé entendre aujourd'hui que s'il lui était demandé de proroger sa mission encore pour quelque temps, il envisagerait ça de manière positive. En tout cas, lui-même est toujours aussi pessimiste quant à l'évolution de l'épidémie. Et le professeur Gamzou indiquait d'ailleurs en début d'après-midi que maintenant, la population, disons, la communauté ultra-orthodoxe représente 40% des cas de Covid, c'est-à-dire que là, c'est une situation qui est hors de contrôle et les recommandations qu'il avait faites justement de renforcer les contraventions tiennent aussi à essayer de dissuader la population de se rassembler et en particulier la population ultra-orthodoxe avec les rassemblements de plusieurs milliers de personnes qui seront prévus durant la fête de Soukhot. Et là, c'est évidemment encore un facteur d'inquiétude supplémentaire. Pascal, en quelques secondes, avant de terminer, un dernier mot sur les transports. L'aéroport Ben Gurion va bientôt fermer ses portes. C'est évidemment, là encore, une mesure à l'étude. Les décisions ne sont pas encore prises. Est-ce que effectivement, c'est là le principal facteur de risque qui justifierait une cessation totale des liaisons aériennes? La décision n'est pas prise encore et fait toujours débat. Merci beaucoup Pascal Zunchen, qu'on retrouvera avec plaisir demain pour un nouveau direct de Jérusalem. À demain Pascal. Bon après-midi. 14h19, le grand entretien de cette édition. Boris Cyrulnik, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir et un honneur de vous recevoir à ce micro. Vous êtes neuropsychiatre, père de la fameuse théorie de la résilience. Boris Cyrulnik, quels sont les effets de cette crise du Covid ou de la Covid-19 qui dure? Quel est son impact sur nos psychés? Alors, au cours du premier confinement, quand les gens, avant le confinement, avaient acquis des facteurs de protection, famille stable, bon salaire, bonne acquisition de la parole, bon diplôme, ils n'ont pas souffert du confinement et même ils sont sortis reposés et amusés par le confinement. C'est pas le cas du tout des gens qui, avant le confinement, avaient acquis des facteurs de vulnérabilité. Famille instable, peu d'accès à la parole, petit diplôme, petit salaire, petit logement. Ces gens-là ont beaucoup souffert du confinement et sont sortis du confinement déjà altérés. La violence conjugale a été la première manifestation. 24-48 heures après, les couples fragiles déjà explosés et beaucoup de syndromes psychotraumatiques se sont mis en place. Donc Boris Cyrulnik, il y a une forme d'inégalité face à l'épidémie. Totalement, il y a une forme d'inégalité face à tout trauma. Et l'épidémie est un trauma, et donc l'inégalité sociale est aggravée par le trauma. Et maintenant qu'il va falloir que ça dure, et alors là, le nombre de gens vulnérables va augmenter, et on constate qu'il y a de plus en plus de troubles psychiques. C'est-à-dire que le confinement est peut-être nécessaire pour une protection physique contre la maladie, mais ça va être une agression psychique de plus en plus grande. Boris Cyrulnik, comment résister à l'angoisse de tomber malade,
d'être à nouveau malade, d'être à nouveau enfermé? Alors, il y a des méthodes de santé, d'hygiène individuelle. La première hygiène, c'est de parler, c'est-à-dire trouver des amis avec qui parler, bavarder, dire des bêtises, rigoler, se disputer. Ça fait partie de la première hygiène mentale, c'est-à-dire la parole. Et la deuxième hygiène mentale, c'est le sport. Si on peut sortir, marcher à pied si on est âgé, faire un jogging si on est plus jeune, le sport de bas niveau, de petit niveau, est un excellent protecteur contre l'angoisse. Donc une petite course à pied le matin ou en fin de journée pour se libérer l'esprit. Le matin de préférence, parce qu'une course à pied en fin de journée est un éveil qui empêche l'endormissement. Mais certains préfèrent courir le soir. Moi, je préfère marcher le soir. Chacun trouve son rythme biologique. Mais ce qui est certain, c'est que c'est fait partie des processus. La parole et le sport font partie des processus d'hygiène mentale. Boris Cyrulnik, vous disiez au moment de la première vague au printemps qu'il y aurait forcément un après-Covid. À quoi ressemblera-t-il ? Eh bien, il y en aura le choix entre plusieurs solutions. Ou bien on remet en place les processus économiques qui ont fabriqué le virus, c'est-à-dire l'hyperconsommation, l'hypermobilité, et dans 3 ans, il y aura un nouveau virus et une nouvelle épidémie. Lorsque on est dans une période de chaos, de catastrophe sociale, ce qui est notre cas, on a tendance à voter pour un dictateur. Actuellement sur la planète, un grand nombre de dictateurs ont été démocratiquement élus. Petit problème de connexion, je crois qu'on a perdu la connexion avec Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik, est-ce que vous m'entendez ? On va rappeler tout de suite, Philippe à la régie m'indique qu'on va rappeler tout de suite Boris Cyrulnik pour terminer cet entretien passionnant avec le neuropsychiatre, le père de la théorie de la résilience. J'espère qu'on va pouvoir... Oui, voilà, on vous retrouve Boris Cyrulnik. Vous nous expliquez, vous reveniez sur les conséquences possibles de ce Covid, notamment sur le plan politique. Alors, sur le plan politique, là, après toutes les périodes de chaos social, ce qui est notre cas, il commence à y avoir des ruines, le chômage augmente, on est endetté pour 30 ou 40 ans. Nos enfants et nos petits-enfants devront payer la dette de cette lutte contre le virus. Dans ce cas, on a tendance à voter pour un sauveur, quelqu'un qui va rétablir l'ordre. Actuellement, sur la planète, un grand nombre de dictateurs ont été démocratiquement élus par ce procédé. Hitler après son coup d'État raté de 1925, a démocratiquement été élu en 1933. C'est-à-dire que on voit que il y a un appel à la dictature parce que ça rassure les gens. Le sauveur leur dit: moi, je sais d'où vient le mal, c'est les juifs, c'est les étrangers. Je sais votez pour moi, je vais vous sauver. Donc un besoin d'ordre. C'est un slogan. C'est un slogan qui arrête la pensée et qui sécurise en arrêtant la pensée. On voit qu'actuellement, de plus en plus de gens disent, les cafetiers, les restaurateurs disent: mais vos ordres sont incohérents, dites-moi ce qu'il faut faire. C'est exactement le lit de la dictature. Et puis, il y a une troisième solution, c'est celle que j'espère, c'est la contrainte à changer de société. C'est ce qui s'est passé très régulièrement après les guerres. Toutes les guerres ont été des révolutions culturelles, il a fallu tout repenser. Le féminisme s'est développé surtout après la Seconde Guerre mondiale parce que les femmes avaient tout fait marcher pendant 5-6 ans, pendant que les hommes étaient prisonniers de guerre ou étaient partis en courant devant l'armée allemande. Donc ça veut dire qu'il y a une nouvelle structure qui se met en place et après chaque épidémie, après chaque chaos social, si on évite la dictature, on voit une nouvelle société se mettre en place. Merci infiniment Boris Cyrulnik de nous avoir accompagnés cet après-midi. Je rappelle que vous êtes neuropsychiatre et j'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir très bientôt à nouveau sur cette antenne. À très bientôt. Merci, à bientôt. – 14h25, la chronique écho de Marc Toiti. Bonjour Marc.
Bonjour Steve. Et encore Shana Tova. Shana Tova. On vous retrouve, Shana Tova, Marc, on vous retrouve avec plaisir, comme tous les jeudis dans le 14h de Radio J. Nos auditeurs le savent, mais je le rappelle néanmoins, vous êt le président du cabinet AC Défi et vous venez de sortir chez Bouquelis un livre stimulant, Reset, quel nouveau monde pour demain. Marc, on va s'intéresser ensemble à la situation économique des États-Unis. Mardi soir, Donald Trump et Joe Biden se sont violemment affrontés lors du premier débat télévisé de la campagne présidentielle. Quel est l'état, Marc Toiti, de la conjoncture américaine à quasiment un mois des élections? Eh bien oui, en fait, moi je pense que tout va se jouer sur l'économie. Alors bien sûr, on a ce contexte très difficile de pandémie, dramatique bien entendu, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a une règle qui est toujours appliquée, c'est qu'un président en place est toujours réélu lorsque l'économie va bien. Lorsque le chômage est faible, ou lorsqu'il y a une croissance forte. Alors justement, sur la question de l'emploi, Marc, Joe Biden a accusé Donald Trump d'être le premier président, je cite, à avoir moins d'emplois à la fin qu'au début de son mandat. Et les pertes nettes en effet d'emploi en 4 ans se chiffrent pour le moment à 4,7 millions. Ouais, c'est vrai. Alors c'est un petit peu malhonnête parce qu'évidemment il y a eu le Covid, il y a eu le confinement, etc. Mais ce qui est incroyable, c'est que le taux de chômage est monté très fort évidemment pendant le confinement. On est monté à presque 15% de taux de chômage alors qu'on était à 4% quelques semaines plus tôt. Donc ça c'est évidemment, on n'est pas en France où il y a énormément d'aide. Aux États-Unis, il n'y a pas vraiment beaucoup de chômage aidé. Donc clairement, lorsque l'activité s'arrête, il y a beaucoup de chômeurs. Puis là, ce qui est surprenant, c'est qu'on a énormément maintenant de création d'emplois, c'est-à-dire que le taux de chômage il rebaisse. Alors on aura les chiffres demain pour le mois de septembre, mais c'est vrai que sur le mois d'août, on avait un taux de chômage aux États-Unis à 8,4%. C'est-à-dire c'est quasiment le niveau qu'on a en France. Nous, on est à 8,1%, même. On a vu, on est plutôt autour des 9 à 10, mais nous, justement, on arrange un petit peu les chiffres. Et tout ça pour dire que finalement, c'est vrai que c'était très douloureux, mais néanmoins, il y a une baisse du chômage qui est là. Donc, ce qui compte, c'est maintenant la tendance. Et parallèlement, ce qui a aussi, on ne le sait pas assez en France, notamment, c'est que le PIB américain a beaucoup moins chuté qu'en France ou qu'en Europe. Un chiffre très simple, au deuxième trimestre, le PIB américain a baissé de 9,1% en glissement annuel. Alors c'est beaucoup, mais chez nous en France, par exemple, on est à moins 19%. En Europe, on est à moins 15%. Donc ça va un peu moins mal aux États-Unis. Ça fait un peu moins mal. Donc là aussi, c'est vrai qu'il y a cette économie américaine qui résiste bien et donc qui pourrait créer la surprise. Comme il y a 4 ans, je rappelle qu'il y a 4 ans, c'est vrai que Trump était donné perdant par tous les soi-disant spécialistes de l'économie des États-Unis. On a vu ce qui s'est passé. Donc là, on verra bien ce qui va se passer. Mais c'est vrai que sur le débat économique, il faut reconnaître que Trump a réussi justement à générer une croissance forte. Il a réussi à rapatrier pas mal de capitaux américains. Il y a beaucoup d'entreprises américaines. On estime entre 450 et 500 milliards de dollars de capitaux d'entreprises américaines qui sont revenus aux États-Unis. Ça, c'est quand même assez énorme. Donc là, c'est pas de la bourse, c'est vraiment des entreprises qui sont revenues justement en créant des emplois. Alors bien sûr, maintenant, il y a la pandémie, donc là... Et on a bien compris... Tout est un petit peu faussé. On a bien compris, Marc, que la question économique sera l'une des clés de cette élection américaine du 3 novembre. Merci beaucoup, Marc. Marc Toiti, tous les jeudis, dans le 14h de Radio J. À jeudi prochain, Marc. Avec plaisir, bonne continuation. Allez, de la musique pour terminer cette demi-heure, c'est la bande-son du 14h. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter la dernière chanson de Eden Benzaken, l'une des jeunes artistes les plus en vogue de la scène musicale israélienne. Ça plaira certainement à Hélène et à Philippe que je salue. Ça s'intitule Anna Majnouna et ça donne la pêche. Je vous donne pour ma part rendez-vous demain, même heure, même endroit pour une nouvelle édition du 14h de Radio J. À demain, portez-vous bien.